Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de mollusques brouteurs. Bon, c'est un titre un petit peu alléchant. En fait, l'exposé va comporter deux parties. Une partie où je vais vous faire un peu un rappel sur la chimie relativement douce en fait, qui permet d'arriver à des oxydes de fer, vous allez voir, avec des structures très variées. Et la seconde partie va être consacrée justement à ces mollusques brouteurs qui ont des maisons en craie, donc en carbonate de calcium, et des dents de fer avec, vous allez voir, des structures assez complexes, à base d'oxyde de fer entre autres, mais qui ont des performances mécaniques relativement intéressantes. Donc tout d'abord, je vous rappelle quelle est l'abondance, je dirais, terrestre des éléments. Eh bien, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Vous voyez que les éléments principaux, il y a le silicium et l'oxygène. Mais si on regarde du côté des métaux, là, le fer, l'aluminium et le fer est assez bien placé avec 5% d'abondance naturelle. Bon, le calcium évidemment. Vous voyez, donc le couple fer-oxygène, c'est un couple qui, au niveau de l'abondance, semble intéressant et on va le retrouver de façon assez conséquente dans un certain nombre de biominéraux. Alors lorsque on demande à quelqu'un oxyde de fer, à quoi pensez-vous? En général, il y a plusieurs images qui viennent à la tête. Il y a la rouille, une vieille carcasse rouillée. Et puis, si vous avez la chance d'habiter Paris et que vous pouvez regarder à la fenêtre avec un petit peu d'imagination, eh bien, vous pouvez très clairement voir ceci. Donc ça, c'est typiquement un paysage marqué par le passé géologique avec des couleurs, une palette de couleurs qui est parfaitement reconnaissable, qui tire dans les rouges, les bruns, les ocres, allant jusqu'au jaune légèrement orangé. Donc ça, c'est typiquement caractéristique de la palette chimique des oxydes de fer. On trouve ça également, c'est peut-être pas la peine d'aller trop loin et d'aller aux États-Unis, mais on peut trouver ça également dans certains endroits du sud de la France. Vous voyez à nouveau ces couleurs qui rappellent typiquement ce que les gens ont dans la tête quand l'on parle d'oxyde de fer. Alors des exemples, je dirais, un petit peu plus anciens, bon, c'est ces fers rubanés, ce sont des très vieux minéraux qui ont été, je dirais, constitués il y a 2 à 4 milliards d'années selon les roches. En général, je vous rappelle, j'en ai parlé déjà la dernière fois, ça c'est issu finalement de la photosynthèse bactérienne. Une grande partie de l'oxygène qui a été créé, qui a commencé à être créé il y a 3,7 milliards d'années, a été utilisé finalement pour réoxyder finalement le fer en tant que métal ou même le fer réduit à l'état de fer 2 pour aller jusqu'au fer 3. Donc ça, ce sont un certain nombre d'exemples. Pour vous en montrer d'autres, vous avez également ces superbes canyons qui à nouveau présentent les couleurs très très caractéristiques de ces oxydes ou de ces oxyhydroxydes de fer. Alors les matériaux à base de fer, en fait, les oxydes ont une importance industrielle très clairement en métallurgie, dans la coloration. Ce sont d'excellents catalyseurs, et également dans les matériaux magnétiques. Vous savez qu'il y a un grand nombre de matériaux magnétiques et d'aimants qui sont à base de magnétite, l'oxyde de fer Fe3O4. Alors, juste simplement pour illustrer du côté un peu artistique, en fait, la coloration, les pigments, vous savez très bien que les pigments à base de fer, vous avez toute une gamme de couleurs allant du noir au jaune en passant par des couleurs rouges ou légèrement orangées, et que ces couleurs dépendent en particulier de la structure, de l'état d'oxydation de l'oxyde de fer, la granulométrie, de l'agrégation et forcément de l'aspect composition-composite, si on a dans la tête de former une peinture, par exemple, puisqu'on peut jouer également sur l'indice de réfraction du système. Alors, quelques exemples assez anciens, je dirais, typiquement, ce sont des pigments de ce type qui ont permis de créer en fait les fresques de Lascaux. En fait, cette peinture, c'est typiquement, les analyses montrent que l'essentiel des pigments, ce sont des pigments avec des oxydes de fer. Bien évidemment, il y a de l'argile et il y a d'autres éléments, mais la coloration provient des oxydes de fer. Ça, c'est un outil en fait en
en oxyde de fer qui a été trouvé justement dans les fouilles de Lascaux. Et puis, si vous ne voulez pas aller jusqu'à Lascaux, eh bien, au musée du Louvre, typiquement, bon, il y a cet autoportrait de Rembrandt, vous voyez, qui est un petit peu foncé, mais la plupart de ces marrons, en fait, l'analyse qui a été faite par Philippe Walter montre qu'une très très forte utilisation des pigments à base d'oxyde de fer ou d'oxyde-oxyde de fer. Alors, les composés à base de fer dans le milieu naturel, en fait, il y a un rôle majeur du fer, hein, à la fois en biogéochimie et dans l'environnement. Hein, parce que justement, l'aspect dissolution de ces oxydes dans les eaux naturelles est dépendant de nombreux facteurs, en particulier donc, des phénomènes acide-base, des phénomènes associés à l'état de réduction ou d'oxydation du métal, sensibles forcément aux aspects photochimiques, et également aux interactions avec les microbes et tous les micro-organismes. Et donc, en fait, cette chimie du fer est impliquée dans de très nombreux processus biologiques, que ce soit dans des mécanismes respiratoires avec l'hémoglobine, dans la photosynthèse des végétaux avec les ferridoxines et certaines métalloenzymes, dans le stockage du fer, on reviendra là-dessus, en particulier avec des ferritines ou des analogues, et également dans les processus de biominéralisation. Et donc, il existe un grand nombre de systèmes à base d'oxyde ou d'oxyde-oxyde de fer, et généralement, on peut les classer en fonction de deux paramètres importants, c'est-à-dire d'une part leur état d'oxydation, fer 2 ou fer 3, et également en fonction du taux d'hydroxylation, en fait, le taux d'hydroxylation qui va permettre finalement d'assurer en fait une condensation au système cationique. Alors, du côté donc, des composés essentiellement à base de fer 2, le composé obtenu par c'est l'hydroxyde de fer 2, FeOH 2 fois, qui est une structure de type brucite. Vous avez un enchaînement finalement des plans d'octaèdres qui partagent des arêtes. Du côté totalement fer 3, vous avez toute une famille de différents oxyhydroxydes de fer, hein, bon, avec des noms, je ne vais pas rentrer dans le détail, du type lépidogrossite, acaganéite et autres, qui en fait sont des systèmes dans lesquels l'état d'oxydation du fer, c'est du fer 3, et en fait ce sont des systèmes qui partagent essentiellement des arêtes, qui s'associent en mettant en commun des arêtes d'octaèdres. Alors, et la fameuse phase hématite, pardon, qui est une des phases, je dirais, au niveau des oxydes, qui est une des phases les plus stables thermodynamiquement. Alors, lorsque vous travaillez dans ce diagramme fer 2, fer 3, eh bien, lorsque vous commencez à, je dirais, mélanger les états de valence, eh bien, vous voyez apparaître des composés comme la magnétite Fe3O4 ou la phase totalement oxydée de la magnétite, ce sont des phases spinelles, donc on peut obtenir ça. Dans ce cas-là, on a du fer 3 et du fer 2, mais par oxydation, on garde la même structure et on obtient la magamite qui est totalement fer 3. Et puis, lorsque vous descendez en fait dans le diagramme fer 3, fer 2 vers des compositions très riches en fer 2, eh bien vous avez formation de ces fameuses rouilles vertes qui sont en fait des plans, vous voyez, de type brucite, donc des structures analogues à l'hydrotalcite, et les parties tétraédriques, en fait, ce sont les anions, en fait, les anions compensateurs de charge, qui sont en site tétraédrique. Donc vous avez un grand nombre de phases, et toutes ces phases existent dans la nature, un grand nombre de structures possibles et de phases, avec des phases qui sont plus ou moins stables, mais également beaucoup de phases associées à des minimums locaux qui sont fabriqués via des contrôles cinétiques. Alors juste un petit rappel sur la chimie du fer en solution dans l'eau. Eh bien, bon, lorsque vous mettez un cation tel que le fer dans l'eau, eh bien, vous avez le rôle de l'eau, c'est essentiellement un liquide solvatant et également une base de Lewis donneuse par l'oxygène. Et donc le métal, le cation, se dissout en s'entourant d'un certain nombre de molécules d'eau. Dans le cas du fer, c'est 6 molécules d'eau. Et en fait, ces molécules d'eau vont être dans un second temps polarisées en fonction, je dirais, de la charge du cation, de sa taille, de son électropositivité, pour créer en fait des espèces hydroxylées en libérant finalement, vous voyez, des protons. Donc en fait, vous allez avoir un équilibre acido-basique qui va dépendre essentiellement de la nature du métal. Et cet équilibre acido-basique est très important en termes de formation des oxydes et des condensations, puisque c'est lui qui va permettre
de générer des groupements hydroxyles qui vont être réactifs et qui vont permettre de condenser et donc de précipiter certains oxydes de fer ou certains oxydes hydroxydes de fer. Donc en fait, cette chimie aqueuse dans l'eau peut être résumée par le fameux, je dirais, diagramme charge-pH, où vous avez un diagramme d'espèce en fonction de la charge du cation et en fonction du pH. Eh bien, vous allez avoir autour du centre métallique plutôt des molécules d'eau ou plutôt des anions O2- ou des groupements hydroxydes qui sont les groupements justement intéressants qui vont pouvoir permettre la réaction de condensation pour aller former des oxydes ou des hydroxyoxydes. Et alors, dans le cas du fer 2 et du fer 3, vous voyez, on se trouve dans ce domaine-là. Et dès que l'on va pouvoir, par exemple, augmenter le pH, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans ce domaine pour justement hydroxyler le centre métallique et lui donner finalement une chance de condensation. Alors, au niveau de la spéciation des espèces du fer en solution diluée, elle est très différente en fonction de la charge du système, donc de son état d'oxydation, si vous êtes en fer 2 ou en fer 3. Vous avez vu également qu'il y a une variation également du rayon ionique, donc du pouvoir polarisant du système. Et en particulier, les composés à base de fer 2, en fonction du pH, vous voyez, s'hydroxylent à des pH beaucoup plus élevés, alors que les composés de fer 3 s'hydroxylent très rapidement à des pH beaucoup plus bas. Ce qui veut dire qu'au niveau dans le milieu biologique ou dans le milieu géologique, eh bien, les espèces à base de fer 2 vont être, dans les conditions de pH aux alentours de 7, vont être beaucoup plus solubles, alors que les espèces à base de fer 3 vont avoir tendance à créer en fait des espèces fortement hydroxydées et donc à condenser. Je vous rappelle que la précipitation des oxydes ou des oxydroxydes correspondants a lieu lorsque justement vous atteignez finalement une charge nulle pour le précurseur. Partant d'un précurseur divalent pour le fer 2, la charge nulle sera obtenue pour 2 hydroxyles. Pour une composition où vous avez 2 OH. Et typiquement, vous voyez, vous allez commencer à précipiter sérieusement à des pH au-dessus de 8-9. Vous allez avoir H égale 2. Par contre, pour le fer 3, eh bien, vous allez précipiter les composés à base de fer 3, donc ce qu'on appelle les composés ferriques, beaucoup plus tôt. Typiquement, dès que vous allez être au-dessus de pH 4, vous allez commencer à avoir des précipitations possibles de ces composés-là. Alors, si on regarde maintenant la chimie douce de ces systèmes, lorsque vous utilisez un précurseur à base de fer 3 et que vous rajoutez un petit peu de base pour augmenter son pH, eh bien, vous formez une phase qu'on appelle un gel nanoparticulaire, pas très bien organisé. Vous voyez ce qu'on voit ici, c'est la diffraction des rayons X, c'est-à-dire que ce sont des petits objets en fait, où l'organisation se répand, je dirais, au plus sur une ou deux mailles, et donc vous avez des pics très très larges. C'est ce qu'on appelle, au niveau du composé, c'est ce qu'on appelle la ferrihydrite. En fait, c'est typiquement un gel qui a une formule d'oxyhydroxyde avec un certain nombre de molécules d'eau qui lui sont associées. Si vous faites vieillir ou vous, je dirais, soumettez ce matériau ou ce système à des contraintes un petit peu en température, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un degré de cristallisation qui va être un peu meilleur. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la ferrihydrite à 6 raies ou même à 7 raies. Et donc, en fait, c'est un matériau important parce que c'est souvent un précurseur des phases biominérales. Alors, donc, il y a eu tout un ensemble d'études qui a été fait à la fois par des groupes, je dirais, aux États-Unis et également des groupes ici à Paris. Et en modélisant le système et essentiellement en utilisant de la simulation et de l'analyse PDF, le modèle en fait, proposé qui tient le plus aujourd'hui, c'est un modèle où tous les fers 3 sont en coordinate 6, et qui est un modèle dérivé en fait, de la d'alléite, qui est légèrement modifié. Donc on a un ordre local qui serait celui-là. Mais ça, c'est un des précurseurs que vous allez le voir, on va le retrouver relativement souvent dans les phases biominéralisées dans lesquelles le couple fer 2, fer 3 ou le fer 3 intervient.
Donc en fait, de plus, la ferrihydrite, c'est la phase inorganique que l'on trouve dans les ferritines. Je vous rappelle que les ferritines sont des protéines qui servent à la régulation et au stockage du fer, aussi bien dans le monde animal que dans le monde végétal. Ce sont en fait des sphères creuses formées de 24 chaînes de polypeptides qui génèrent en fait un ensemble de canaux, et ce sont à travers ces canaux, ce sont ces canaux qui permettent les transferts. Et en particulier, donc, le fer est soluble sous la forme de fer 2 pour les raisons que je vous ai expliquées en fonction du diagramme de spéciation. Le fer 2, lui, est soluble, rentre via l'un des canaux, se trouve justement oxydé, et à partir du moment où la réaction d'oxydation modifie finalement l'état de valence du fer de fer 2 à fer 3, et finalement il y a précipitation justement de cette fameuse ferrihydrite. Et cette réaction d'oxydoréduction, elle a lieu grâce à un système enzymatique, à une ferroxydase, qui est capable, avec un très bon rendement, de fixer les ions fer2 et de catalyser leur oxydation pour former de l'eau oxygénée. Et donc vous avez formation de cette fameuse ferrihydrite, qui est un composé qui permet justement de stocker le fer en grande quantité. Une ferritine peut stocker en moyenne jusqu'à 4500 atomes de fer. Et donc ce système-là est souvent, je vous le répète, est souvent un des composés précurseurs finalement des phases minéralisées, mais pas toujours. Alors, comment peut évoluer par chimie douce finalement ce précurseur de type ferrihydrite? Eh bien, si vous le soumettez, vous voyez, à une contrainte de température, je dirais raisonnable, de l'ordre de 90 degrés et un pH contrôlé aux alentours de 6,5, vous allez avoir une transformation de ce gel amorphe, je dirais mal cristallisé de petite taille, vers une structure hématite, qui est la structure thermodynamiquement stable des oxydes de fer 3. Par contre, si vous contrôlez le pH et que vous travaillez dans des conditions beaucoup plus douces, à température ambiante, donc des conditions qui vont être plus proches, je dirais, des conditions du monde biologique. Vous travaillez soit à des pH plus bas dans lesquels vous augmentez la solubilité du fer 3, soit des pH alcalins, et à ce moment-là, par chimie douce, vous pouvez obtenir, vous voyez, cet oxydroxyde qui s'appelle la goethite, que l'on va retrouver dans certaines des phases dont je vais vous parler vers la deuxième moitié de mon exposé. J'ai été un petit peu vite. Alors le vieillissement, en fait, à nouveau de cette ferrihydrite, cette fois-ci en présence de fer 2, si on additionne finalement du fer à un autre état de valence, eh bien on va avoir un réarrangement de la ferrihydrite pour former la magnétite, donc une magnétite qui est spinelle et qui est magnétique cette fois-ci, par un réarrangement local, typiquement une réaction topotactique, ou bien une réaction de dissolution-cristallisation. Et le passage de l'un à l'autre va essentiellement se faire en fonction de la quantité de fer 2 que vous rajoutez. Donc en fait, il y a des voies de passage par chimie douce entre ce gel de ferrihydrite et en fait de la magnétite spinelle, qui est un composé magnétique qu'on va également retrouver dans certains des exemples que je vais traiter dans la suite. Alors maintenant, si vous considérez un système où vous arrivez dans des conditions totalement sans oxygène à former un précurseur de fer 2, et donc celui-ci, vous pouvez en fait l'hydrolyser et le condenser pour aller former ce fameux hydroxyde ferreux de structure brucite. Vous voyez, ce sont des plans d'octaèdres associés par des arêtes. Ce sont typiquement les mêmes structures que l'on trouve dans des composés du type MgOH deux fois. Donc il y a un chemin réactionnel qui est possible, mais comment peut-on modifier maintenant en fait, cet hydroxyde ferreux dans des conditions au moins de température relativement douce? Quelles sont les phases que l'on peut aller chercher? Eh bien, si vous vous contentez de faire une oxydation à un pH alcalin, mais dans des conditions de température raisonnables, eh bien vous allez passer en fait de l'hydroxyde ferreux, ou dans lequel vous êtes sous la forme fer 2, à un hydroxyoxyde, la ferroxyite dans ce cas-là. Vous voyez à nouveau un composé lamellaire. En fait, vous conservez la même structure, mais vous avez finalement modifié tout l'état d'oxydation de votre fer 2 ici. Vous êtes totalement passé en fer 3.
Et si vous ménagez encore plus les conditions, c'est-à-dire vous faites une oxydation très douce à l'air vers pH 7, à ce moment-là, vous pouvez aller vers une autre phase, la lépidogrossite, qui à nouveau, vous voyez, vous avez la même formule brute, je dirais, c'est un oxydroxyde de fer, mais dans ce cas-là, vous avez une structure qui est différente. Alors vous voyez la richesse de ces systèmes, parce que tous ces systèmes correspondent finalement à des minimums locaux, et vous avez énormément de contrôle cinétique finalement dans la formation de ces matériaux. Alors cette même lépidogrossite, par une réaction de déshydratation, c'est-à-dire que vous enlevez l'eau de façon topotactique, eh bien vous pouvez aller former à la fois de l'hématite, donc tout en fer 3, ou bien cette structure magnémite où vous restez à l'état de fer 3+, mais vous avez une structure spinelle qui est analogue à la structure que vous avez dans la magnétite Fe3O4. Et pour finir, je dirais, par une oxydation partielle contrôlée de cet hydroxyde ferreux, vous pouvez également rejoindre en fait la magnétite et obtenir ces structures, et tout ça dans des conditions, je dirais, de pH relativement, je dirais, entre 6, 7 et 10, et dans des conditions qui ne sont pas trop qui restent des conditions de la chimie douce. Donc en fait, cette chimie du fer, elle est d'une richesse très marquée, au niveau des structures, au niveau des possibilités de passage d'une espèce à une autre. Elle va forcément dépendre également des composés organiques qui sont dans le milieu réactionnel. Donc au niveau de la nature ou des systèmes naturels, que ce soit des systèmes de biominéralisation ou les autres, eh bien, cette chimie du fer va offrir justement une versatilité énorme, et vous allez le voir qu'elle va être fortement utilisée pour créer finalement des biominéraux avec des propriétés particulièrement intéressantes. Alors, si en quelques transparents, je vous résume quels sont par chimie douce, qu'est-ce que l'on peut obtenir à partir justement de précurseurs à base de fer, en particulier des solutions ferriques à l'air, vous voyez, en présence de différents anions plus ou moins complexants, eh bien vous allez obtenir des oxydes. Là, dans ce cas-là, c'est l'oxyde le plus stable, l'hématite, alpha Fe2O3, avec des formes totalement différentes, vous voyez, des étoiles, ça ce sont des travaux assez anciens d'Egon Matijevic. Et clairement, vous avez un rôle non seulement du pH de la température, mais la force ionique et le fait que vous avez des anions plus ou moins complexants vont orienter le système vers la formation de systèmes sphériques ou de systèmes un petit peu plus allongés. Donc ça vous permet d'obtenir également le même composé sous différentes formes, et vous allez voir que la forme est importante en biominéralisation, sous forme de plaquettes, de nanotubes, de cubes, ou même de structures dendritiques. Alors d'autres systèmes, vous voyez, obtenus à partir à nouveau de solutions ferriques à l'air, cette fois-ci en modifiant les conditions et en rajoutant des complexants marqués et des milieux, je dirais, mixtes, aqueux organiques, eh bien vous allez former, vous voyez, ces chapelets de petites particules d'oxyde de fer. C'est toujours le même, c'est le même que précédemment, et vous avez en fait une espèce d'agrégation ordonnée, d'une agrégation ordonnée en fait de ces chapelets de particules. Et donc vous allez pouvoir jouer finalement non seulement sur la forme de l'objet élémentaire, mais également sur son association. Typiquement, c'est ce que je décrivais la dernière fois comme des mésocristaux. Alors, si on regarde maintenant un autre oxyde important, l'oxyde magnétique Fe3O4, eh bien, comment peut-on l'obtenir par chimie douce? Eh bien, dans des conditions sans air ou sans oxygène, vous pouvez coprécipiter en milieu basique un mélange fer2, fer3 ajusté à la bonne stoichiométrie. Et donc, vous pouvez coprécipiter ce système-là pour obtenir des systèmes nanoparticulaires, des petits objets de l'ordre de 5 nanomètres. Et donc, ça, ce sont des travaux qui ont été effectués au laboratoire il y a un bon nombre d'années maintenant. Et en ajustant, je dirais, les conditions de pH, donc l'acidité du milieu et la force ionique, eh bien, vous pouvez non seulement obtenir des objets de petite taille, mais vous pouvez également régler leur taille. Donc ça, c'est une façon de faire. Et puis l'autre façon, c'est celle que je vous avais décrite précédemment, par absorption d'ion fer2 dans la ferrihydrite. Et à ce moment-là, vous avez donc réarrangement local ou dissolution cristallisation pour aller former de la magnétite. Et vous verrez que cette route, ce chemin réactionnel, est un chemin réactionnel qui semble en très bonne adéquation avec des processus que l'on trouve dans certains biominéraux.
Alors, de la magnétite de synthèse, maintenant, si on chauffe un petit peu, ben, vous voyez, on peut également jouer sur la forme, en particulier en partant de sel ferreux, et en y incluant des réducteurs, et en jouant sur la gamme de température. À nouveau, le chimiste, aujourd'hui, hein, peut réaliser un grand nombre de matériaux, ici de la magnétique, donc des systèmes à base de fer, avec des formes et des morphologies assez différentes. Ça, ce sont des magnétites de synthèse faites par synthèse hydrothermale, où on chauffe un petit peu plus, vous voyez, 160-180 degrés. On part cette fois-ci de sel réduit, hein, on rajoute des matériaux organiques, et donc en fait, on peut obtenir, justement en utilisant des matériaux qui vont avoir un rôle un petit peu plus marqué de complexant, on peut obtenir des structures plus anisotropes, sous forme de nanobâtonnets, sous forme de nanophiles. En fonction des conditions, eh bien, on va pouvoir jouer également sur la longueur en fait, de ces phases anisotropes. Mais le chimiste sait faire ça, mais vous voyez à des températures relativement élevées, 160-130 degrés, alors que je vais vous montrer dans les exemples suivants en fait, que la nature elle fait ça à température ambiante et qu'elle règle très bien également la taille des bâtonnets selon finalement l'optimisation qui est choisie pour un certain type de propriétés fonctionnelles, comme les propriétés magnétiques par exemple. Pour terminer, en fait, des magnétites qui sont faites à partir de composés de fer 3, vous voyez, des nanotubes, donc, ou bien des micro-cristaux dendritriques obtenus à partir du ferricyanure, à nouveau en présence d'un réducteur. Hein, il y a un réducteur, puisqu'il faut assurer le passage du couple fer 3 à fer 2. Hein, et également des complexants qui peuvent être de l'albumine d'œuf ou qui peuvent être également des complexants ou des tensioactifs variés. Hein. Et donc à nouveau, on peut jouer sur la morphologie globale, mais tout ça se fait dans des conditions, vous voyez, de température qui sont un petit peu chaudes, je dirais, pour des mollusques, par exemple. Alors, maintenant, si je fais un petit résumé, donc la physico-chimie des milieux naturels, hein, vous voyez qu'il y a des conditions qui sont très variées, l'acidité, de la salinité, vous avez également des milieux qui sont oxyques ou anoxiques, donc facilitant l'oxydation ou la réduction du système. Vous avez forcément toujours des complexants, et en particulier des ligands organiques, puisque vous êtes dans le milieu biologique, il y a énormément de protéines ou de systèmes enzymatiques qui ne demandent qu'à s'associer. Il y a plein de possibilités, au moins de nombreuses liaisons de coordination possibles avec les centres métalliques. Vous avez également dans cette physico-chimie le rôle en fait, des composantes biologiques, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, enzymes, bactéries et médiation microbienne. Également, certains de ces systèmes sont sensibles également aux excitations lumineuses. On en a parlé la dernière fois quand on a vu quelques exemples de systèmes photosynthétiques. Et comme je vais vous parler de mollusques, eh bien, on va regarder déjà les conditions de l'eau de mer en moyenne, vous voyez. La température est aux alentours de 15 degrés. Les conditions de pH, c'est de 7,5 à 8,4 avec une moyenne qui est plutôt vers 8,1. Donc on est quand même du côté légèrement basique. Hein. Et puis des forces ioniques qui ne sont pas négligeables. Hein. Alors les composés à base de fer, je vous ai dit que le fer en fait était un élément qui était relativement abondant dans la croûte terrestre. Et bien vous voyez, là, j'ai fait un petit peu un tableau de résumé sur tous les minéraux à base de fer, pas simplement des oxydes, dont la biominéralisation est induite par des bactéries. Hein. Donc ça, j'ai complété un tableau qui avait été démarré il y a un certain nombre d'années par l'équipe de Weiner. Vous voyez, donc ça, c'est les oxydes-hydroxydes, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous voyez, donc vous trouvez toutes les phases dont je viens de vous parler, et tout ça, c'est fait dans des conditions de température, je dirais, douce, hein, la ferrihydrite, le fameux précurseur de nombreux systèmes, les phases de type goethite, l'épidogrossite, la magnétite, etc. Mais les systèmes à base de fer vont bien au-delà. Vous avez par exemple des biominéraux à base de carbonate, à base de phosphate, à base de sulfure ou à base de sulfate. Donc une chimie et une chimie biominérale, je dirais, qui est particulièrement riche. Et ça, c'est grâce, je dirais,
à l'abondance, bien sûr, mais grâce à la versatilité chimique, parce que justement, il y a 2 états d'oxydation, et on peut relativement basculer facilement d'un état à un autre en modifiant un petit peu les robinets chimiques ou physico-chimiques. Ce sont des systèmes qui sont fortement versatiles. Alors, maintenant, j'en viens à mon propos sur les fameux mollusques brouteurs. Donc, je vais vous parler de 2 systèmes, un système à base de gastéropodes et un autre à base de polyplacophores. Et donc, lorsque l'on regarde en fait dans ces grandes étapes de l'histoire du vivant, en fait, on trouve des fossiles de ces systèmes-là il y a environ 500 à 600 millions d'années. Je vous rappelle que la dernière fois, on a vu que l'arrivée de la vie, c'était en gros 3,7 millions d'années. Photosynthèse, mais la plupart de l'oxygène utilisé pour justement oxyder les métaux et en particulier le fer qui était en très grande abondance. Donc l'essentiel de l'oxygène a été utilisé à cela. Il a fallu attendre, vous voyez, la consommation de cet oxygène pendant 2 milliards d'années pour qu'il y ait cette époque, cette explosion de l'oxygène, et une modification finalement totale de notre atmosphère pour arriver à l'atmosphère que l'on connaît aujourd'hui, vous voyez, il y a à peu près 500 millions d'années. Donc dans toute cette période-là, l'oxygène qui avait été produite par les organismes photosynthétiques, je vous rappelle que la photosynthèse, c'est l'utilisation du CO2 et de l'eau pour générer des sucres et de l'oxygène, eh bien, tout cet oxygène a été essentiellement utilisé pour justement oxyder finalement les métaux, et en particulier le fer a été l'un d'eux. Alors, photosynthèse, je voudrais simplement revenir sur un point. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est, vous voyez les animaux ou les systèmes, je dirais, un petit peu plus primitifs que l'homme, par exemple, eh bien, en général, le choix des... D'abord, on choisit le phosphate de calcium pour minéraliser, alors que la plupart de ces systèmes choisissent soit du carbonate de calcium, soit des oxydes de fer. Et puis au niveau des fameux gabarits dont je vous ai parlé la dernière fois, des templates en anglais, donc des molécules qui sont là pour structurer finalement, je dirais, le moule dans lequel la biominéralisation va se faire, eh bien, dans ces systèmes un peu plus primitifs, entre guillemets, on trouve très souvent en fait de la chitine, donc des polysaccharides, alors que dans les systèmes, je dirais, à base d'hydroxyapatite, nos os, nos dents, eh bien, le système qui sert de gabarit, c'est du collagène, c'est un système protéique. Et peut-être que, bon, c'est simplement une hypothèse, peut-être que le fait que les origines de tous ces systèmes-là sont basées sur la photosynthèse, et que dans la photosynthèse, l'un des produits obtenus en direct, c'est le sucre, et donc il n'y a pas un gros effort de passer du sucre à un polysaccharide, eh bien, il est possible que finalement le chemin, je dirais, le moins coûteux au départ, ça soit justement d'aller vers des structures de type chitine qui sont des polysaccharides pour utiliser ces systèmes comme gabarit. Bon, ben ça, c'est un truc qu'on pourrait débattre au niveau du laboratoire, mais je pense que c'est peut-être une piste à explorer. Alors, je reviens sur ces fameux mollusques, gastéropodes ou polyplacophores. Donc, vous voyez, je vais vous parler de 2 systèmes, les patelles, donc connus également sous le nom de berniques, et puis les chitons, qui sont des polyplacophores. Et donc, vous allez voir, dans les 2 cas, dans les 2 exemples, eh bien, la maison, c'est-à-dire la coquille, bon, c'est essentiellement du carbonate de calcium, on avait analysé dans le dernier cours certaines possibilités de biominéralisation de systèmes à base de carbonate de calcium. Donc je vais aller assez vite sur la partie carbonate de calcium. Et puis ensuite, au niveau des dents, eh bien, ces dents sont très riches en oxyde de fer et vous allez le voir, ont des propriétés mécaniques assez remarquables. Alors au niveau des études qui ont été faites aujourd'hui sur ces 2 systèmes, eh bien, je vais commencer par les patelles parce qu'il y a un certain nombre de données, mais il y a eu beaucoup moins d'études récentes et en particulier des études basé en fait sur un suivi, une évolution à l'aide de spectroscopie un peu moderne. Et ensuite, je finirai mon exposé par l'exemple des chitons et je vous montrerai des travaux assez récents, typiquement 2013, 2014, 2015,
dans lesquels, justement, en utilisant différents types de spectroscopie, on remonte à une compréhension ou une analyse un petit peu plus fine, mais je vous rassure, il y a énormément de verrous, de verrous scientifiques et de points qui ne sont pas encore bien compris, donc il reste énormément de travail à faire. Alors, je commence par les berniques, donc les patelles. Au niveau de la maison, je vous dis maison de craie, vous voyez, ce sont des structures qu'on connaît bien, qu'on a d'ailleurs énormément de mal à arracher des rochers. En général, on a certaines difficultés, mais typiquement, c'est une structure hiérarchique dans laquelle vous avez en fait 5 couches différentes. C'est un composite chitine carbonate de calcium. Et en fait, c'est une structure, c'est du carbonate de calcium à base d'aragonite. Et vous voyez, en fait, c'est un ensemble, en fait, c'est un multicouche. Et quand vous regardez ça, c'est une coupe en microscopie électronique. Et donc là, ce que montre l'analyse, c'est que vous avez ici en bord une structure lamellaire de prisme plat en fait, d'aragonite qui sont entrecroisés, puis de l'aragonite prismatique, mais avec un positionnement structural qui va être différent. Une deuxième couche, puis à nouveau des cristaux prismatiques plats, et puis ici vous avez une mosaïque en fait de grains de calcite submicronique, et tout ça, c'est pas uniquement de la craie en fait, même si la quantité d'organique, de joints organiques et de templates est faible, c'est un composite, je dirais, à base d'un polysucre, la chitine, et d'un carbonate de calcium. Alors maintenant, si vous regardez pas la maison et que vous commencez à regarder les dents, vous voyez, bon, c'est un peu, ça a été coloré, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. En fait, la coloration est marron, hein, mais là, c'est un petit peu une image un peu de science-fiction. On voit que ces malheureux mollusques ont des dents relativement crochues. Et quand on regarde au niveau de l'analyse, eh ben, cette dent, elle est composée d'oxydroxyde de fer et de chitine. Et donc, c'est un composé organominéral. Alors, maintenant, si on fait un schéma un petit peu simple, finalement, de cette dent de patelle ou de bernique, eh bien, c'est comme dans une lame. Vous allez avoir ce qu'on appelle le bord d'attaque et le bord de fuite. Et vous avez une structure tout à fait particulière, en fait, des fibres de chitine. C'est-à-dire que sur le bord d'attaque, c'est-à-dire le bord qui va aller attaquer, qui va aller couper l'herbe pour brouter, eh bien, vous avez, vous voyez, un système de chitine alpha, de fibres parallèles et perpendiculaires au bord d'attaque. Hein. Par contre, lorsque vous regardez maintenant le bord, ce qu'on appelle le bord de fuite, eh bien, vous trouvez que toutes ces fibres de chitine, elles sont perpendiculaires au bord de fuite. Et ce système-là minéralisé, au niveau des propriétés mécaniques, donne des choses relativement intéressantes pour un tout petit, mollusque, vous voyez. Résistance à la rupture, 6,6 GPa. La soie d'araignée, qui est connue pour sa résistance, 4,5. Des nanocristaux de cellulose, 4. Et même des fibres de carbone très performantes, eh bien, sont à peu près au même niveau que de résistance à la rupture que ces fameuses dents de patelle. Alors, si on regarde maintenant au niveau du minéral, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, je vous rappelle ici, c'est à nouveau le bord d'attaque, le bord de fuite, avec des systèmes de fibres parallèles ou perpendiculaires. Ça, c'est une coupe le long de ce petit pointillé. Et ce que vous voyez ici, ce sont les fibres qui sont parallèles, vous voyez parallèles au bord d'attaque. Hein. Et ici, c'est le bord de fuite, hein, c'est l'arrière de cette corne, hein, le bord de fuite, et vous voyez que les fibres sont perpendiculaires au bord de fuite. Et en fait, ce gabarit de chitine, je dirais intercroisé, mais de façon très construite, eh bien, lorsque l'on regarde les phases minérales qui se trouvent à l'intérieur, on trouve comme phase principale, dans les interstices libérés justement par ces fibres de sucre, de polysucre de chitine, la phase principale est une phase de goethite, hein, ce sont des particules de goethite, mais en fait, ces particules, en fait, c'est un peu comme si vous aviez un gabarit organique dans lequel vous allez, faire du remplissage avec des systèmes de particules, et il va y avoir un ciment supplémentaire, et ce ciment supplémentaire, c'est finalement du verre, en fait, c'est de la silice. Hein. La silice qui, vous le savez,
peut s'hydrolyser et être condensé, je dirais, dans des conditions douces. On en a parlé, je dirais, de nombreuses fois, en particulier l'an dernier, à travers les différents cours et leçons que j'ai fait sur les diatomées. Donc on a des nanoparticules de goethite, donc de cette phase-là, un oxydroxyde de fer, qui sont insérés dans un réseau, vous voyez, assez fin et fibreux de chitine, en gros les espaces interfibres selon les endroits si on est sur le bord d'attaque ou si on est sur le bord de fuite, sont des espaces avec des écartements de l'ordre de 300 à 900 nanomètres. Hein, et dans cet espace interfibre, eh bien, se trouvent des nanoparticules de goethite et le tout est comblé, en fait, les interstices entre les particules de goethite sont remplis par de la silice. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'axe C de la goethite est parfaitement aligné le long des fibres. Hein. Donc en fait, ce n'est pas un remplissage non plus aléatoire, c'est ce qu'on retrouve, ce dont on a discuté la dernière fois lorsqu'on a parlé dans le dernier cours, je vous ai présenté finalement ces structures hiérarchiques où il y a toujours finalement une organisation des cristaux avec un axe d'orientation préférentielle, et bien on le retrouve à nouveau ici, dans le cas de ces systèmes. Alors, ces systèmes-là, bon, si je résume, en fait, vous avez une ultrastructure, une forme et un degré de cristallinité qui va dépendre du positionnement par rapport au bord de fuite ou au bord d'attaque. Hein. Je dirais, au niveau du bord d'attaque, eh bien, vous allez trouver de la goethite bien cristallisée, mais plutôt sous la forme d'aiguille, alors qu'au niveau, je dirais, du bord de fuite, et en particulier vers la base, eh bien, vous allez trouver une goethite relativement moins bien cristallisée, et puis faite de petits grains nanocristallins. Hein. Et je vous le rappelle, donc, ce sont très clairement des matériaux à gradient, et les interstices entre petites particules d'oxyde de fer sont remplis par un verre, par de l'oxyde de silicium qui peut être facilement obtenu par des voies, je dirais, de chimie douce. Alors, au niveau des mécanismes, eh bien, les mécanismes sont très mal connus. Hein. Là, je pense que pour les chercheurs qui sont dans la salle, je pense qu'il y a du travail à faire et le terrain a l'air d'être assez libre. Ce qui est supposé, c'est qu'on a des hydrolyses oxydantes très lentes, du fer 2 en fer 3. Il y a un point sur lequel, je dirais, tout le monde n'est pas d'accord, mais la ferrihydrite, qui est souvent un des précurseurs de ces phases biominérales, n'est pas détectée tout au long du procédé, même dans les premières étapes. Donc ça soulève un point important en termes de mécanisme. Quel est le type de précurseur qui initie au niveau de la nucléation, on sait qu'il y a des protéines acides qui participent finalement au processus de biominéralisation, mais je dirais on n'a pas d'informations plus importantes que cela. Et également, sous quelle forme le fer est transporté. Est-ce qu'en fait il est transporté à nouveau sous la forme de véhicules à base, je dirais, de type liposome, ou est-ce qu'il est transporté sous forme complexée par des sidérophores, etc. Donc là, il y a tout un terrain qui est totalement à explorer. Et je vais passer à mon second exemple, et vous verrez que ça, c'est un exemple où on ne connaît pas tout, hein, vous allez voir, mais où on a quand même vraiment bien avancé, mieux avancé, je dirais, à l'aide justement de ce que je vous disais au départ, de toutes les méthodologies modernes de caractérisation. Et donc cet exemple concerne les mollusques brouteurs, mais qui sont des polyplacophores, hein, les fameux chitons. Vous voyez, ce sont des systèmes dont la maison, en fait, est à nouveau faite de craie. Et donc ce sont des structures hiérarchiques, vous voyez, assez complexes. Tout ça, ce sont des carbonates de calcium, essentiellement des structures à nouveau à base de chitine et d'aragonite. Et ce sont des structures un peu, on a l'impression que ce sont des structures qui ont été construites pour faire une espèce de tank, en fait. Hein. Ce sont des plaques parfaitement enchevêtrées les unes dans les autres, avec des détails de cristaux de carbonate de calcium variables, des structures hiérarchiques et du sucre. Hein. Alors, c'est au niveau de la maison. Mais il y a une autre caractéristique qui est assez intéressante, c'est que, bon, pour ceux qui ont vu des chitons en fait, sur les rochers, vous savez très bien, en fait ça s'accroche très bien aux rochers, mais
en général, si on bouge un peu, ou il y a le moins, sans aucun bruit, ben, le système s'accroche vraiment très fortement, on a du mal à le décoller. Et on a l'impression qu'ils ont des yeux dans le dos. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils ont des yeux dans le dos. Hein. Et donc, en particulier, ce type de Kiton, vous voyez, en fait, dans le dos, il y a des centaines de lentilles minérales. C'est la structure, c'est du carbonate de calcium de structure aragonite. En fait, ce sont des systèmes qui utilisent à la fois la birefringence de l'aragonite, les variations d'indice de réfraction qui peuvent venir à la fois des pigments et puis des fluides liquides. Et ce sont des systèmes, finalement, qui travaillent aussi bien dans l'eau que dans l'air, avec des résolutions angulaires qui sont loin d'être négligeables, vous voyez, de 9 à 12 degrés. Donc si, lorsque vous avez l'impression de simplement bouger derrière un de ces animaux et que vous voyez que finalement il se fixe mieux au rocher, l'explication est claire, c'est qu'il a un système de détecteur qui reste quand même malgré tout naïf, mais qui est très performant. Alors maintenant, si j'en reviens aux dents du Kiton, bien, vous voyez, donc ça c'est la structure du Kiton, et bon, la bouche se trouve ici. Et lorsque l'on regarde en fait la bouche, eh bien, ça ressemble à un espèce de tapis roulant. Vous voyez ici, vous avez l'herbe du rocher, un système qui broute en fait, qui prend l'herbe et qui l'avale. Hein, voyez. Et donc, il faut forcément, d'une part, qu'il y ait une régénération systématique et possible des dents parce qu'il y a une certaine usure, mais il faut également qu'à la base, qu'il y ait des propriétés mécaniques qui soient bonnes, qui soient élevées. Alors quand on regarde les dents du Kiton, vous voyez, c'est assez impressionnant. Vous voyez, ce sont des systèmes de type tricorne, et en moyenne, en fait, il y a 30 à 70 paires de dents qui s'usent et se reforment à la raison d'une paire par jour. On aimerait, nous, des fois. Hein. Donc c'est justement le fait qu'il y ait toute une série de dents et qu'il y ait une biominéralisation qui peut être suivie en fait sur 30 à 70 dents et qu'il y ait cette usure, eh bien finalement c'est un bon modèle d'étude également, puisqu'on pourra avoir une espèce de, c'est un petit peu comme une pellicule photographique, on va avoir différentes photos et on va pouvoir suivre le processus de biominéralisation et on va pouvoir y mettre les moyens modernes de caractérisation. Alors ça, c'est une nouvelle vue, enfin le microscopie optique, où vous voyez très clairement la corne, la base. Hein. Donc vous voyez, ce sont des travaux assez récents, 2013, 2014, 2015. Alors quand vous regardez ça, c'est un schéma simplifié justement de la dent, et bien à nouveau, vous avez des couperets, en fait, dont la forme, la structure et la composition, vous allez le voir, sont parfaitement optimisés. Vous avez, quand vous regardez en particulier l'angle de coupe, et l'angle de cale et l'angle de dégagement, c'est un système en mouvement qui s'auto-affûte. On aimerait bien aussi, hein, mais c'est un système tout simple, donc il y a un auto-affûtage. Donc ce sont des mollusques brouteurs qui auto-affûtent leurs dents avec ce genre de forme. Alors maintenant, quand on regarde, ça c'est une vue en microscopie électronique de la dent, vous voyez, donc le bord d'attaque, c'est-à-dire le bord qui va arracher l'herbe, et puis le bord de fuite, c'est-à-dire le bord arrière, vous voyez. Ce que l'on voit, c'est qu'au niveau des densités électroniques, eh bien, on a des zones de densité électronique qui vont être différentes selon que vous êtes plutôt sur la partie dent qui interagit avec l'herbe ou bien sur la partie arrière. Alors, en résumé, si je veux résumer ce qui est connu en fait sur les Kitons, eh bien, la structure fine minérale va dépendre fortement de l'espèce. Mais si on résume assez simplement, on trouve la même répartition de certaines phases minérales qui reviennent. C'est-à-dire que la dent, vous voyez, est formée sur le bord d'attaque et sur le début du bord de fuite, essentiellement d'un oxyde qui est dur lui-même, la magnétite, Fe3O4, c'est un système magnétique dont je vous parlerai un petit peu plus en détail la prochaine fois. Et puis, quand vous allez vers la base, vous avez à la fois une interphase entre les domaines de magnétite et une phase beaucoup plus amorphe qui est faite d'oxyhydroxyde, et en fonction des espèces, ça va plutôt être de la lépidogrossite, de la goethite ou même de la limonite, qui est finalement un agrégat de mettant en jeu plusieurs de ces hydroxydes. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir pour ces Kitons. Et puis pour d'autres types de Kitons, à nouveau, une composante principale qui va être de la magnétite, du Fe3O4. Et puis,
voyez, une zone de transition avec des variations dans la composition de cette zone de transition, et puis une phase centrale qui en général est riche en phosphate, qui contient du fer et qui peut générer soit des phosphates de fer amorphes, soit même des phosphates de calcium dans certains cas. Alors si on regarde maintenant ce que ça donne au niveau des propriétés mécaniques et par des analyses nanomécaniques effectuées sur nano-indentation sur la dent. Alors ce que je vous montre ici, c'est une dent. Alors je vous rappelle, le bord d'attaque va être là, le bord de fuite va être ici, et on peut faire donc soit des coupes en latitude, on le coupe comme ça, vous voyez là-dedans, soit des coupes en longitude, et on va, via la nano-indentation, aller tester, investiguer finalement les propriétés mécaniques à la fois en module Young, donc le module d'élasticité, et également en dureté des différentes zones de ce genre de dents. Alors voilà ce que ça donne au niveau des modules Young. Vous voyez que sur le bord d'attaque, vous avez un module Young qui est très très élevé ici, qui est conséquent sur le début du bord de fuite, mais qui n'est pas aussi coloré. Vous voyez, la force du module Young, c'est simplement lorsque vous allez vers des couleurs plus sombres. Par contre, lorsque vous regardez le même système sur la coupe longitudinale, donc vous le coupez en suivant la tranche, et bien là, vous avez un système qui est fortement différent, c'est-à-dire que vous allez avoir une très grosse différence entre le bord d'attaque, qui est module Young élevé, et le bord de fuite, bon, les parties centrales, vous voyez, on a des modules Young, c'est des phases amorphes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont des modules Young assez faibles. Du côté de la dureté, eh bien, si on regarde du côté de la dureté, on retrouve à nouveau, vous voyez, du côté que ce soit en coupe latitudinale ou en coupe longitudinale, on retrouve sur le bord d'attaque une dureté bien marquée, alors que c'est beaucoup moins bien sur le bord de fuite, et puis assez mauvais, je dirais, sur la partie centrale, qui n'est pas la partie la plus exposée, je dirais, à l'aspect broutage. Alors au niveau analytique, si on fait l'analyse par exemple par cartographie des rayons X, et on fait une analyse EDS de ces systèmes, eh bien vous allez voir, bon là c'est une image recomposée dans laquelle les oxydes de fer sont en rouge, vous voyez. Donc on a une concentration en oxyde de fer assez importante là sur le bord d'attaque, alors que sur le bord de fuite, eh bien, vous avez un système beaucoup plus mixte dans lequel vous avez une concentration en fer qui diminue. Sur la partie centrale ici, eh bien, c'est ce que je vous disais, vous avez un système qui est riche en phosphore et qui contient du fer, et toute une région interfaciale contenant à la fois du fer et du phosphore qui est ici, qui assure la jonction finalement entre cette zone rouge qui, au niveau du bord d'attaque, donne en fait des valeurs de propriété mécanique, des constantes mécaniques qui sont assez élevées. Alors au niveau donc de la structure, quand on regarde un petit peu plus les choses en détail, donc ça c'est un cliché de microscopie électronique à balayage. Vous voyez une phase un peu plus foncée, une phase un peu plus claire. La phase claire, c'est ce qu'on voyait sous forme de phosphate. Et cette face plus foncée, vous voyez toute cette face-là, c'est essentiellement à base d'oxyde de fer. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder l'évolution finalement de la structure et de la microstructure de ces systèmes lorsqu'on se déplace depuis le bord d'attaque, le bord qui va couper l'herbe, jusqu'au bord de fuite. Eh bien, vous voyez, sur tout le bord, ce que l'on retrouve, c'est un revêtement de magnétite granulaire. Et juste après ce revêtement de petits grains qui forment une espèce de couronne, eh bien, vous avez des tiges, des nanotiges de magnétite. Donc ça, cette photo B, en fait, c'est ce que l'on voit du côté du bord d'attaque. Lorsqu'on regarde en D du côté du bord de fuite, eh bien, on retrouve à nouveau cette magnétite granulaire et puis des tiges, des fibres qui sont alignées également parallèlement au bord de fuite. Et lorsqu'on regarde un petit peu la zone intermédiaire, on voit que les nanotiges de magnétite, eh bien, vous voyez, il y a une orientation progressive pour passer du bord d'attaque au bord de fuite.
Et ça reste des systèmes, je dirais, anisotropes, fortement anisotropes, faits de petites tiges d'oxyde de fer, Fe3O4, la magnétite. Alors maintenant, quand on compare les deux côtés, bord d'attaque et bord de fuite, un petit peu plus finement au niveau de la magnétite formée, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'indépendamment du cœur de phosphate, lorsqu'on regarde les zones, eh bien, cette couronne de magnétite, hein, eh bien, on voit que la taille finalement des nanotiges de magnétite est beaucoup plus petite, hein, la distribution est décalée vers les petites tailles du côté du bord d'attaque, alors que du côté du bord de fuite, elle est décalée plutôt vers les grandes tailles. Hein. Alors donc on a un système, vous voyez, non seulement qui est anisotrope, qui a une espèce de petits pavages granulaires en surface, mais également avec des différences marquées dans la distribution des nanotiges d'oxyde de fer de type magnétique. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que se rajoutent à cela des composantes organiques qui sont aux interfaces et qui rajoutent cette plasticité. Hein. Et donc vous avez plusieurs interfaces, vous avez forcément, je dirais, ce moule, ce gabarit de chitine qui intervient un petit peu partout. Vous avez également cette interface dont je vous ai parlé précédemment, dans laquelle vous allez passer d'un système totalement magnétique à une espèce de couronne de type goethite et lépidographique. Donc en fait, c'est un système qui gère la taille, la microstructure, la structure, la composition et également les interfaces sont optimisées. Hein. En particulier, les particules les plus fines sont optimisées pour travailler en cisaillement près du bord d'attaque, ce qui se comprend, hein, pour couper l'herbe, et puis les plus larges sont optimisées pour travailler en compression, parce que c'est elles qui reçoivent finalement l'à-coup du cisaillement. Et donc tout ça, c'est fait relativement finement. Alors, donc matériaux granulaires, petites particules tout autour, des nanotiges de magnétique plus grosses et moins de chitine et de protéines, et là, des nanotiges plus petites et un petit peu plus de chitine et de protéines au niveau de la composition, et puis bon, cette interface, en fait, à base d'oxyde de fer que vous retrouvez. Hein. Alors, la minéralisation, justement, c'est ce que je vous dis au départ, le fait que vous avez, je dirais, quelques dizaines de dents, elle peut être suivie, je dirais, de façon quantitative. Alors, il y a une façon très évidente de la suivre, c'est la couleur. Parce qu'a priori, un oxyde de fer, c'est coloré. Ceci dit, lorsque le gabarit se forme, le template en chitine, en sucre se forme, vous avez un processus vous avez forcément un mélange avec des protéines, mais également vous avez un processus de réticulation, puisque vous avez certains phénols qui, en fait, s'oxydent en quinone pour réticuler justement certaines protéines. Donc, le gabarit mou organique est déjà réticulé de telle façon à en faire un gabarit un petit peu plus dur. Et puis dans un second stade, vous avez le processus de minéralisation à base d'oxyde de fer qui démarre. Et là, vous voyez, vous avez un système qui est légèrement coloré au départ, qualitativement, et puis on voit arriver la biominéralisation de façon beaucoup plus nette. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, très qualitatif. Alors on peut suivre ça également en synchrotron, en rayons X en transmisant. Vous voyez ici, vous avez une analyse où on a analysé essentiellement le carbone et le fer, et donc vous avez des dents non minéralisées. Vous voyez, la minéralisation commence à apparaître vers la dent 3-4, voyez, et ensuite vous pouvez très clairement faire une analyse, je dirais, chimique, avec une résolution tout à fait correcte. Vous avez une augmentation de la densité électronique qui vous caractérise finalement la minéralisation. Et lorsque vous faites des images, vous pouvez faire une image de la partie carbonée, la partie fer, et puis carbone plus fer. Et vous voyez très clairement, au moins qualitativement, où démarre l'aspect biominéralisation à base d'oxyde de fer. Alors quand on regarde ce suivi par microscopie électronique en transmission, eh bien, vous voyez, si on isole une dent et qu'on analyse à la fois le bord d'attaque, le bord de fuite et puis des parties intermédiaires dans la dent, eh bien on voit que le fameux bord d'attaque est fait donc de fibres de chitine qui ne sont pas très resserrées, vous voyez.
avec en fait des petits cristaux, mais avec une densité de petits cristaux d'oxyde de fer, ce qu'on voit c'est de la magnétite, hein, qui est relativement conséquente. Quand on s'éloigne et que l'on va regarder ce qui se passe au niveau du bord de fuite, mais plutôt du côté du sommet, eh bien on voit que la texture du sucre, du polysucre, de la chitine est beaucoup plus large, c'est plus espacé, en fait c'est le même grossissement, et que finalement la minéralisation est là, mais de façon beaucoup plus ténue. Alors quand on regarde maintenant le système, quand on se repositionne près du sommet, mais au niveau du bord d'attaque, eh bien on voit que lorsqu'on se déplace, vous voyez, le long de B, C, D, lorsqu'on descend, eh bien on a une densité d'agrégats qui augmente très clairement, une taille des cristaux qui diminue, hein, et en fait, par diffraction électronique, on voit que le précurseur de toutes ces phases-là, qui est toujours présent, c'est de la ferrihydrite dont je vous parlais au départ. Hein. Donc on voit à nouveau qu'il y a une hiérarchie finalement dans la construction. Même si on reste sur les grains, la densité des agrégats et la taille des grains évoluent finalement lorsqu'on se déplace dans la dent. Alors si on regarde au niveau d'un suivi plus quantitatif, sur quelques dents sélectionnées, vers le début de la minéralisation, par microfluorescence X, en fait, on peut doser et évaluer la quantité de fer total et la quantité de fer 2, de quantité de fer ferreux. Alors ce que l'on voit, c'est qu'au départ, eh bien, on a très peu de fer 3, que le fer 3 apparaît au départ et que le fer 2 apparaît dans un second temps. Vous voyez, on va apparaître le fer 2 dans une deuxième étape. Alors, si on complète ces analyses par en fait de l'absorption des rayons X, qu'on appelle les spectroscopies XANES et EXAF, je vous rappelle en deux mots de façon très simpliste ce que c'est. En fait, c'est une spectroscopie d'absorption où vous utilisez un photon X pour exciter des électrons à partir du cœur. Donc en fait, vous allez créer des excitations à différents seuils. Ça va être des seuils K ou L, selon que vous excitez un électron S ou un électron 1S ou 2S. Et donc ensuite, en fonction de l'énergie cinétique du photoélectron, vous allez soit peupler des états de valence vides et vous allez dans le domaine du XANES, soit vous allez commencer à aller visiter les voisins et vous allez créer des systèmes interférentiels, des ondes, que vous allez être dans le domaine de l'EXAFS. Alors, typiquement, la spectroscopie XANES, donc avec des énergies de photoélectrons relativement faibles, c'est une analyse du pré-seuil et du seuil. Ce sont des transitions dipolaires électriques, certaines quadrupolaires, mais nombreuses sont des transitions dipolaires électriques, finalement, qui suivent les règles de sélection habituelles, hein, c'est-à-dire qu'elles vont être sensibles à la symétrie, s'il y a un centre d'inversion, s'il n'y a pas de centre d'inversion, à l'état d'oxydation, et on va suivre facilement en fait, la signature du XANES, à la fois au niveau du prépic et également à la fois de la forme du seuil, en fonction des différents éléments. Et donc ça, c'est pour si vous ne mettez pas trop d'énergie si votre photoélectron n'est pas trop énergétique, lorsque vous allez commencer à aller dans le continuum et que vous allez commencer à taper sur les voisins, vous allez justement avoir des oscillations qui sont les oscillations EXAFS, et de ça, ce que vous allez pouvoir tirer par à la fois, je dirais, une mesure suivie d'une modélisation, type transformé de Fourier et autres, vous allez pouvoir obtenir avec une bonne précision la distance entre l'atome que vous excitez et puis ses voisins. Ça va être assez propre, je dirais. Par contre, a priori, vous allez pouvoir également estimer le nombre de voisins qu'il y a autour de l'atome que vous avez excité, mais ça, je dirais, au niveau quantitatif, c'est moins bon. Mais en combinant finalement ces deux approches, l'EXAFS pour avoir les distances, pour faire simple, et le XANES pour suivre l'état d'oxydation, la nature des espèces, en fait c'est vraiment une spectroscopie d'absorption, eh bien vous allez pouvoir récupérer un certain nombre d'informations sur votre processus de biomodélisation. Et ça, ce qui a été fait par micro-XANES, hein, au seuil K du fer, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution finalement de la minéralisation sur plusieurs dents. Hein. Et donc vous avez en bleu la ferrihydrite, le fameux précurseur amorphe que l'on obtient dès qu'on rajoute un petit peu d'eau sur un sel ferrique.
Et en rouge, vous avez la magnétite qui arrive, vous voyez, ensuite, qui arrive dans un certain temps. Donc il est clair que la partie, le précurseur de la magnétite, c'est cette fameuse ferrihydrite. Et vous voyez, d'ailleurs, la partie centrale, là, elle n'est pas du tout minéralisée au départ. Hein. C'était la fameuse partie dans laquelle il y a des phosphates. C'est un petit peu ce que l'on bouche en dernier, quoi. Alors, ça a été complémenté par d'autres caractérisations, de la diffraction des rayons X électroniques, de la microscopie électronique en transmission. Et ce qu'on a vu dans ces études, c'est que finalement, on passait bien d'une ferrihydrite à cirée, hein, avec des tailles de nano-objets de l'ordre de 17 à 19 nanomètres, hein, donc dans cette période-là, à une magnétite de type nanograin, à des temps plus longs, voyez, et que les premiers nanogrins qui sont formés, en fait, vous retrouvez la taille initiale, à quelque chose près, je dirais, vous retrouvez la taille initiale des nanogrins de ferrihydrite. Alors, comment on peut essayer de donner un petit peu une explication dans ce contexte ? Faut rajouter, en fait, des données qui viennent de l'analyse protéomique, en fait, qui démontrent très clairement la présence de certains peptides avec des séquences de type peroxyredoxine, qui sont en fait connus pour leur propriété redox, en fait, qui réduisent très facilement le fer 3 en fer 2. Alors on est à 15 degrés dans l'eau de mer, pH 8, 8,4, donc quand même on est en milieu basique. Donc la fameuse ferrihydrite, si on absorbe du fer 2, eh bien, ça c'est ce qu'on connaît en chimie douce, on peut aller former des nanogrins de magnétite. Ça se fait au niveau du laboratoire et la nature fait ça très bien. Donc, je vous rappelle, l'absorption de fer 2 dans la ferrihydrite, soit c'est un réarrangement local ou une réaction par dissolution-cristallisation, et ça dépend finalement de la quantité de fer 2 que vous allez pouvoir fournir dans votre milieu. Par contre, ça c'est les nanogrins, c'est la périphérie. Donc, bon, la périphérie, on comprend. Ensuite, vous avez ces tiges de magnétite anisotropes qui arrivent juste en dessous des nanogrins. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour former ces tiges de magnétite ? Eh bien, on peut imaginer que cette transformation se fait toujours avec absorption du fer 2 sur cette ferrihydrite qui est un composé du fer 3, mais qu'il y a des biocomplexants qui permettent finalement de créer une certaine anisotropie dans la croissance. Ça, c'est ce qu'on voit dans certaines préparations de chimie douce. Quand on rajoute certains complexants à une croissance d'oxyde, eh bien, on peut forcément les absorber de façon préférentielle sur certaines faces et puis permettre aux autres faces finalement de pousser. Ça, je dirais que c'est... Sinon, il y a une autre façon de créer ce genre de choses, c'est de se dire que finalement, j'ai du composé biologique, j'ai des petits cristaux des nanogrins de magnétite et que je vais pouvoir aller former des tiges par un processus d'attachement orienté, typiquement une mésocristallisation. Ça, c'est une possibilité. Alors, ce qui est assez clair dans ces premiers phénomènes, c'est cette première étape. Vous voyez, cette première étape, elle paraît assez évidente. Hein. Donc, en fait, ferrihydrite, absorption de fer, on va à la magnétite, ça c'est connu dans les labos de chimie douce. Ensuite, en fonction de l'équilibre fer 2, fer 3, eh bien, toujours dans ces zones de pH, on peut très bien basculer finalement la formation de ferrihydrite, en particulier vers des phases de type goethite. Ça, c'est une possibilité, parce que vous avez vu, dans la dent, je vous rappelle, il y a des nanogrins de magnétite, il y a toutes ces tiges ensuite de magnétite, et puis après, il y a toute une interphase à base d'hydroxyde de fer. Hein. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, quelque chose qui est, de mon point de vue, beaucoup moins solide, c'est qu'à nouveau, en fonction, je dirais, de la quantité de fer 2, fer 3, on pourrait éventuellement, si on est très riche localement en fer 2, passer par un hydroxyde ferreux, puis, via une réaction d'oxydation, dans des conditions de pH 7-8, typiquement l'eau de mer, aller vers des phases de type lépidorocyte, à nouveau donc d'autres phases cinétiques correspondant aux hydroxydes, oxydes de fer. Donc, mais ça, c'est purement de la spéculation. Alors, si on résume un petit peu, on fait un court résumé, eh bien, si je regarde en fonction du nombre de dents, des dents à un œuf, je vais avoir formation de capsules creuses en chitine, protéines, et puis ces protéines sont réticulées justement avec le couple phénolquinone. Hein.
À partir des dents 10-20, je vais avoir une introduction du fer et une précipitation du fer stocké dans les ferritines sous forme de ferrihydrite. Donc ça a été clairement mis en évidence. Et la transformation dans cette zone de pH ferrihydrite magnétite, c'est quelque chose qui peut être réalisé assez facilement au niveau de la chimie douce. Donc jusque-là, on comprend bien. Les dents 20 à 40, eh bien, on voit précipiter dans l'interphase, selon les souches, selon les chitons, eh bien, soit de la lépidogrossite ou de la goethite. Donc là, il y a des hypothèses qu'on peut émettre, certaines qui ont été émises dans la littérature, d'autres que j'ai émises personnellement, mais globalement, c'est un domaine qui reste à explorer. Et ensuite, il y a la partie centrale, donc tout un remplissage avec essentiellement du calcium, du fer et des phosphates, une phase qui peut rester amorphe ou qui, dans certaines espèces, peut cristalliser sous la forme d'hydroxyapatite même. Donc ça, c'est la partie remplissage. Alors, si on regarde, on fait un petit résumé, je dirais quelque chose d'assez synthétique. Voici la dent de Chiton. Donc, il y a une première étape, avec la formation de cette fameuse matrice à base de chitine, de protéines et puis de protéines réticulées. Donc, tout ça, c'est non minéralisé. Lorsqu'on avance en fait dans la minéralisation. L'étape 2, vous avez la formation de ce précurseur amorphe, enfin mal cristallisé, de ferrihydrite. Donc c'est typiquement de l'hydrolyse-condensation de composés de fer 3. Vous avancez encore un peu plus dans la minéralisation, et bien vous avez formation de magnétite, transformation ferrihydrite-magnétite. Vous êtes à pH 8,4. Ce sont des choses qui peuvent être faites dans des conditions de chimie douce. Et ensuite, vous avez précipitation justement de phase oxyhydroxyde, soit de la lépidogrossite, soit de la goethite, soit même un mélange des deux sur cette interphase. Donc là, il y a un certain nombre d'hypothèses, mais aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion forte, je dirais. Et ensuite, vous avez formation en fait, de la matière minérale, des phosphates amorphes, soit à base de phosphate de fer, de calcium, il y a même du magnésium dans certains exemples. Alors, je vais terminer mon exposé en vous rappelant que dans les processus de biominéralisation, tous les processus présentent 5 points communs. D'une part, il y a toujours un aspect cellulaire qui contrôle son environnement en créant un milieu physico-chimique spécifique dans lequel une matrice organique, le fameux gabarit, constituée de biomacromolécules, chitine, collagène, en fonction des espèces, est construite. La matrice organique sert de gabarit, donc, et ça crée un espace dans lequel la minéralisation va avoir lieu. Donc il va y avoir des contraintes stériques, mais également des sites de nucléation qui vont être là justement pour nucléer dans des conditions relativement douces la matière minérale. Donc cette matrice, elle définit la structure, texture et forme l'espace réactionnel et ses fonctionnalités. Donc ensuite, vous avez des processus d'activation de cet espace par introduction de biomolécules, et ça peut être des biomolécules de type protéine, mais il ne faut pas oublier que cette activation de cet espace, ça peut être simplement les conditions physico-chimiques, parce qu'en chimie douce, on sait très bien qu'en modulant un petit peu le pH, en jouant également sur les flux, on peut très bien enclencher finalement le processus de minéralisation qui a lieu. Et ensuite, vous avez un contrôle permanent de la taille et de la forme des cristallites. Et l'exemple de ces mollusques brouteurs est, à mon avis, un assez bel exemple. Vous avez toute une variété à la fois de structures différentes, mais également de textures et de formes différentes. Et alors là, on joue sur le confinement ou sur des aspects d'inhibition ou sur de la complexation, en formant, dans certains cas, des phases amorphes, des phases cristallines via des processus de nucléation-croissance ou via de la mésocristallisation, comme je vous ai montré la dernière fois. Et à chaque fois, les propriétés, là j'ai centré l'exposé plutôt sur les propriétés de dents, donc la propriété mécanique, eh bien, vous avez à la fois des structures hiérarchiques parfaitement contrôlées, et surtout des matériaux à gradient. Mais quand je dis gradient, c'est sur la structure, sur la texture et sur la composition chimique. Et donc tout ça, c'est fait dans des conditions douces. Et donc même pour les spécialistes de la chimie douce qui sont dans la salle, je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre parce qu'on n'a pas, au niveau du laboratoire, à moins que je ne sache pas tout, je dirais l'équivalent au niveau des réalisations qu'on peut faire. Alors je vais arrêter mon cours sur ce transparent en vous rappelant que
le 18 février, il y aura toute une journée associée à un colloque. Et je vous rappelle, vous avez des documents à la sortie qui sont sur une table. Donc vous allez voir qu'on a essayé de varier énormément je dirais les milieux scientifiques des différents intervenants, que ce soit des biologistes. Denis Spitzer est arrivé s'est intéressé finalement aux aspects biologiques et médecine en travaillant sur des réactions d'explosion. À partir donc, parce que vous savez que les nanodiamants sont faits avec on peut faire du nanodiamant par des réactions d'explosion. Et donc les parties organiques qui servent finalement l'explosif, il y a des propriétés, je dirais, assez intéressantes au niveau médecine. Et donc il est arrivé à s'intéresser à ces aspects-là via des explosions, c'est assez intéressant. Donc vous allez avoir également des chimistes de Strasbourg, physico-chimistes, hein. Également des physico-chimistes de Rennes, Frank Hasner, des gens qui sont vraiment centrés sur les aspects molécules, plus moléculaires ou macromoléculaires pour la nanomédecine, en particulier un développement de systèmes à base d'acide nucléique tout à fait original par Philippe Barthélemy. Également Elias Fatal, qui dirige l'Institut Galien de Paris-Sud, s'intéresse également à tous les systèmes d'administration ciblés à base d'acide nucléique. Là, ce sont des systèmes hybrides, dans ce qu'on appelle, je vous avais fait un cours il y a quelques années sur les Metal Organic Frameworks, donc des polymères de coordination cristallisés qui présentent des très grosses porosités et donc qui peuvent charger énormément de médicaments ou de principes actifs. En plus, si astucieusement vous choisissez le cation métallique porteur du Metal Organic Framework, vous choisissez du fer. Vous avez vu que le fer, c'est un matériau qui est utilisé dans la nature. Également, un exposé de Karim Benzerara qui va nous parler de phosphate de calcium, des mécanismes de formation de phosphate de calcium dans les bactéries. Là, il a récemment montré que finalement, au niveau du carbonate de calcium, les cyanobactéries créent du phosphate de calcium à la fois de façon extracellulaire et intracellulaire, ce qui relance un petit peu un certain nombre de débats dans le domaine de la biominéralisation. Vous allez également avoir un exposé sur l'aspect thérapie multiple, où on combine finalement le diagnostic et la thérapie en combinant des médicaments dans un vecteur. Ça, je vous avais fait plusieurs cours là-dessus les années précédentes. Et puis, par exemple, soit des colorants pour l'imagerie optique, soit des particules magnétiques pour l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Et également, il y a Frédéric Tillens qui va nous parler donc justement qu'est-ce qu'on peut faire en modélisation sur ces biominéraux. Vous verrez que c'est assez intéressant ce genre d'approche, mais qu'on est obligé de simplifier quand même. On est obligé de simplifier pour arriver à modéliser aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans, on pourra prendre beaucoup plus de paramètres et aller plus loin dans ces systèmes via la modélisation. Voilà, j'arrête là et je vous remercie pour votre attention.